Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un épisode militaire qui, à première vue, pourrait sembler technique, mais qui révèle en réalité beaucoup sur la stratégie russe et sur l'évolution du conflit en Ukraine. Vendredi dernier, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération du village de Popovka, situé dans la région de Soumy, une information qui, selon Moscou, s'inscrit dans une offensive plus large menée par les groupes tactiques russes, Sever, Tsentr, Vostok, Zapad et Yug. Mais derrière ce communiqué se cache une réalité complexe, entre chiffres militaires impressionnants et implications stratégiques majeures. Jean, quand on lit ces communiqués officiels, il est facile de se limiter aux statistiques. Plus de 2560 soldats ukrainiens neutralisés, des chars, des véhicules blindés et des pièces d'artillerie détruits. Pourtant, je suppose que ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Exactement, Claire. Les communiqués russes sont détaillés, mais il faut les interpréter avec prudence et les mettre en perspective. Chaque mouvement militaire a une logique tactique, et Popovka n'échappe pas à cette règle. Derrière la simple libération d'un village se jouent des calculs d'efficacité opérationnelle, de communication stratégique et même de projection de puissance à l'échelle régionale. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire locale, mais d'un message envoyé à Kiev, à l'Occident et aux observateurs internationaux. Nous allons donc explorer ces dimensions pas à pas, en analysant chiffres, tactiques et enjeux, pour comprendre ce que cette opération nous révèle réellement sur la stratégie russe. Jean, commençons par le cœur de l'annonce russe, la prise de Popovka et les pertes ukrainiennes rapportées. Le ministère russe de la Défense évoque plus de 2560 soldats ukrainiens neutralisés, ainsi qu'un char, 35 véhicules blindés, 81 véhicules logistiques et 13 pièces d'artillerie détruits sur la semaine écoulée. Comment peut-on interpréter ces chiffres ? Claire, ces statistiques sont évidemment impressionnantes, mais il est important de les replacer dans leur contexte. Premièrement, ces chiffres couvrent l'ensemble des groupes tactiques déployés. Sever, Tsentr, Vostok, Zapad et Yug. Le ministère détaille même les pertes par groupe. Sever, plus de 1415 militaires. Vostok, plus de 2545. Zapad, 1180 et Yug 1050. On voit une concentration particulière sur les secteurs les plus contestés, ce qui suggère une stratégie de pression continue sur les lignes ukrainiennes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une opération ponctuelle, mais d'une coordination entre plusieurs groupements ? Exactement. Chaque groupe tactique semble avoir un objectif précis. Sever et Vostok, par exemple, sont déployés dans des zones stratégiques pour sécuriser des axes logistiques et isoler les forces ukrainiennes. Tsentr, quant à lui, intervient souvent dans des secteurs plus sensibles, combinant frappe rapide et exploitation du terrain. Et ces chiffres de pertes matérielles, chars et blindés détruits, traduisent d'une neutralisation ciblée de capacités de contre-offensive. Il faut aussi considérer les sources indépendantes. Les analystes OSINT confirment que dans la région de Soumy, la dynamique de combat a favorisé les forces russes, même si les pertes exactes ukrainiennes sont difficiles à vérifier de manière autonome. Mais les destructions d'équipements lourds et la perte temporaire de contrôle de villages comme Popovka sont cohérentes avec un schéma offensif planifié depuis plusieurs semaines. En résumé, derrière ces chiffres impressionnants se cache une opération coordonnée, presque méthodique, qui ne se limite pas à libérer un village, mais qui vise à affaiblir la résistance ukrainienne et à sécuriser des positions clés sur le front nord. Exactement. C'est un exemple clair de la manière dont Moscou combine supériorité tactique et organisation logistique pour obtenir des résultats concrets, tout en envoyant un signal stratégique à Kiev et à ses alliés. Jean, au-delà des combats sur le terrain, le ministère russe a aussi communiqué sur les frappes contre les infrastructures ukrainiennes, y compris l'industrie militaire, le transport, l'énergie, des dépôts de munitions et des sites de drones. Comment évaluer l'impact de ces opérations ? Claire, ces frappes ne sont pas de simples représailles. Elles visent à saper la capacité de résistance de l'Ukraine de manière ciblée et systématique. Par exemple, les attaques sur les dépôts de munitions et les sites de production de drones réduisent directement la disponibilité de l'armement tactique ukrainien sur le front. Les frappes sur les infrastructures énergétiques, elles,
ont un double effet, affaiblir le fonctionnement logistique de l'armée ukrainienne et exercer une pression indirecte sur les civils, ce qui peut influencer le moral et la perception du conflit à l'intérieur du pays. Ces frappes sont donc stratégiques et non symboliques, mais elles risquent aussi de créer des tensions sur le plan international, n'est-ce pas ? C'est exact. Toutefois, Moscou présente ces opérations comme une réponse proportionnée aux attaques ukrainiennes contre le territoire russe. Du point de vue russe, il s'agit de défense et de neutralisation de menaces. Sur le plan tactique, le timing est également important. Les frappes sont coordonnées avec l'avancée des groupes tactiques au sol, notamment Sever et Vostok, afin de maximiser l'effet sur le champ de bataille. Et quel est l'effet concret sur le terrain ? Les frappes limitent la capacité de Kiev à regrouper ses forces ou à lancer des contre-offensives rapides. Les lignes de ravitaillement sont perturbées, les unités ukrainiennes subissent une pression continue et doivent réaffecter des ressources pour protéger les infrastructures essentielles, plutôt que de se concentrer uniquement sur le front. C'est un usage classique mais efficace de la supériorité aérienne et de frappes ciblées dans une stratégie combinée solaire. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la prise de Popovka qui compte, mais aussi la manière dont la Russie affaiblit progressivement les capacités ukrainiennes pour sécuriser son avance sur la région de Soumy. Jean, au-delà des chiffres et des frappes, il y a aussi un aspect médiatique et symbolique. Moscou communique largement sur la libération de Popovka et la neutralisation de milliers de soldats ukrainiens. Quel message la Russie cherche-t-elle à faire passer ? Claire, ce type de communication est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de montrer la supériorité militaire sur le terrain, mais aussi de créer un récit de succès constant, renforçant la perception de contrôle et de maîtrise de la situation. La libération d'un village, combinée à des chiffres impressionnants, devient un outil de pression psychologique sur Kiev et sur les alliés occidentaux, en particulier lorsqu'il est diffusé par des agences comme Sputnik ou TASS. Donc, la communication elle-même devient une arme ? Exactement. Dans les conflits modernes, le champ de bataille n'est pas seulement physique. Le récit médiatique façonne la perception internationale et peut influencer le moral des forces adverses. Ici, la mise en avant des groupes tactiques et des pertes ukrainiennes, combinée à la présentation d'une opération efficace et coordonnée, sert à créer une impression de maîtrise totale du front nord. Et quel effet cela produit-il sur l'Ukraine et ses alliés ? Pour Kiev, c'est une pression supplémentaire. La perception d'une avancée russe continue peut influencer la planification militaire et la réaffectation de ressources. Pour les partenaires occidentaux, cela montre que la Russie sait conjuguer efficacité tactique et communication stratégique. Ce mélange de prouesses militaires et de narration médiatique devient un outil de dissuasion indirecte, renforçant l'impact de chaque opération au-delà du simple champ de bataille. Jean, si nous élargissons le regard, quelles sont les implications géopolitiques de la libération de Popovka et des opérations russes sur les infrastructures ? Claire, plusieurs dimensions doivent être considérées. D'abord, sur le plan régional, Moscou affirme sa capacité à projeter la puissance sur le front nord, tout en sécurisant ses lignes de communication et ses axes logistiques. Cette démonstration de force a aussi une valeur dissuasive. Elle rappelle à Kiev et à ses alliés occidentaux que la Russie maîtrise encore des secteurs stratégiques. Ensuite, au plan international, la communication coordonnée autour de Popovka envoie un signal politique. Moscou n'agit pas uniquement sur le terrain militaire, mais contrôle également le récit du conflit. Cela peut influencer les perceptions dans le sud global, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où certains États observent avec scepticisme les sanctions occidentales et cherchent des alternatives géopolitiques. Enfin, il y a un aspect symbolique et stratégique à long terme. Chaque victoire locale, chaque frappe ciblée, chaque communiqué diffusé renforce l'idée que la Russie est capable de combiner manœuvres militaires, frappes asymétriques et communication stratégique, transformant le conflit en un instrument de projection de puissance globale. Pour résumer, Popovka n'est pas seulement un village repris. C'est un exemple de l'articulation entre opérations militaires coordonnées, frappes ciblées et communication stratégique. La Russie démontre sa capacité à peser sur le terrain et dans l'espace médiatique, tout en envoyant un message à Kiev et à ses alliés. Exactement. L'opération illustre la transformation du conflit ukrainien
en un théâtre où la supériorité militaire se combine avec la maîtrise de la perception et de la dissuasion. Chaque action a un impact tangible sur le moral, la logistique et la projection internationale. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Vos avis en commentaire sont les bienvenus et à très bientôt pour de nouvelles analyses approfondies.